Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un piratage complètement énorme. Plusieurs milliards de dollars sont concernés, mais je vais vous révéler le montant exact que le hacker a pu réellement obtenir, a pu vendre en fait. On va aussi parler de plein d'autres sujets. Il s'est passé pas mal de choses ces dernières 24 heures. Je vais vous parler de NFT, je vais vous parler de fonds d'investissement crypto. On va parler aussi de Twitter, de Celsius et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours je fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on est en légère baisse aujourd'hui. Un Bitcoin à 30 475 $, moins 0,3%. Un Ether à 1908, moins 0,6%. On peut voir que le marché est en baisse en fait, globalement. Sur les dernières 24 heures, on a Litecoin qui fait quand même plus 6%, Solana plus 5%. Déjà sur l'information de Celsius, j'ai du coup pu trouver l'information sur quels sont les cryptos que Celsius allait pouvoir et allait convertir en fait en Bitcoin et en Ether. Ils ont eu l'autorisation. On parle de 170 millions de dollars en ADA, Matic, Solana et d'autres altcoins. Et en fait, on retrouve beaucoup de Matic, ADA, etc. Mais comme vous pouvez le voir, plus de 170 millions comparé à la market cap de ces divers cryptos, ça reste quand même assez négligeable. Là où c'est plus inquiétant, c'est vis-à-vis des tokens Celsius. Ils ont aussi des tokens Celsius qui peuvent potentiellement vendre. On parle de potentiellement 100 millions de dollars. On ne sait pas s'ils vont être vendus ou non, mais clairement, moi, je trouve que c'est très du coup risqué d'avoir du token Celsius vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer, avec potentiellement une vente massive qui pourrait avoir un impact sur le token Celsius, clairement. Ensuite, c'est Twitter. Je ne sais pas si vous avez été sur Twitter hier, c'était juste complètement bloqué, ça continue aujourd'hui, j'ai ressenti un peu moins le blocage, mais en fait, Twitter, Elon Musk ou Twitter a mis en place des restrictions sur le nombre de lectures de posts que vous pouvez voir par jour. Pour les comptes non vérifiés, les nouveaux comptes non vérifiés, c'est 300 posts. Les comptes tout simplement non vérifiés, c'est 600 comptes. Donc si vous ne payez pas les 10 € par mois à peu près pour Twitter Premium, vous êtes limité à 600 posts. Et si vous payez, là, c'est plus de 6000 posts. Et c'est un peu plus. C'est 10 fois plus. Mais concrètement, ils ont mal fait les choses et énormément d'utilisateurs ont été bloqués. Pourquoi Twitter a fait ça? Parce qu'il y a pas mal de robots qui essayent de scraper, qui essayent d'aller sur le site de Twitter et de lire les posts pour ensuite en faire d'autres choses. Et pour bloquer ces robots, bah, ils sont mis à mettre un blocage sur l'ensemble des utilisateurs légitimes. C'est clairement la solution la plus basique qu'ils auraient pu faire. Ils n'ont pas pensé à autre chose. Ils auraient pu, peut-être aussi, ils ont plus d'argent pour lancer plein de serveurs et du coup pour absorber la charge. Mais en tout cas, c'est très très bizarre comme chose qu'ils ont fait. Ils ont essayé d'augmenter les seuils après, mais ça a toujours laissé énormément de blocages. Honnêtement, depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, je ne voyais pas d'impact clairement sur l'utilisation de Twitter, mais là, je vois clairement un impact et clairement, c'est très très embêtant ce qui vient de se passer. J'espère que ça va s'arranger pour lire les news crypto, pour vous faire le résumé. Ça complique les choses quand il n'y a pas Twitter. On va parler maintenant du piratage de Polynetwork. C'est assez fou. Polynetwork, pour ceux qui se rappellent, ils ont déjà été piratés. On parle de 600 millions de dollars qui avaient été volés un an maintenant. Et en fait, le hacker avait rendu l'argent, avait rendu ces 600 millions de dollars. Polynetwork, c'est voilà, c'est un projet qui permet d'échanger un certain nombre de cryptos entre plusieurs blockchains. C'est un bridge, tout simplement, un pont entre blockchains. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un attaquant qui a réussi à générer des tokens depuis ce bridge, depuis ce projet. Il a pu générer plus de 34 milliards de dollars de tokens. C'est assez fou ce qu'il a pu faire. C'est démesuré. Regardez, on parle de 100 000 BNB, donc ça représente 25 milliards de dollars. On parle de 10 milliards de BUSD, sachant que la market cap totale du BUSD est inférieure à 10 milliards de dollars. On parle d'autres tokens, mais voilà, principalement BNB, BUSD. Ensuite, il y a plein d'autres tokens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il a pu générer autant de tokens, je vais vous expliquer dans un instant comment il a fait pour générer tous ces tokens, mais même s'il a pu générer des milliards, il n'a pas pu vendre et obtenir et convertir ses cryptos en Ether qu'il a pu récupérer sur d'autres blockchains. Tout ce qu'il a pu récupérer, c'est uniquement à peu près 5 millions de dollars, 4,3 millions de dollars. Pourquoi? Parce que les blockchains sur lesquels il a pu obtenir l'argent, on parle de Métis, on parle de plein d'autres blockchains, et ben ces blockchains-là, il n'y avait pas suffisamment de liquidité pour convertir les tokens en question, pour convertir le BNB, pour convertir le BUSD en autre chose. Et du coup, bah, il a vite été bloqué. Ensuite, l'équipe Polynetwork a aussi réagi et bloqué un certain nombre de choses. Donc même s'il a pu faire tout ça, finalement, on en sort un petit piratage, entre guillemets, de 4 millions de dollars qui ont réellement
qui ont réellement atterri dans les poches de l'attaquant. Mais ça montre quand même que le projet Polynetwork est encore une fois impacté et ça montre les risques liés à ce projet et aux divers tokens que peut manipuler ce projet, les tokens wrappés que manipule le token Polynetwork. Et ensuite, comment le piratage est arrivé? On a Dedaube qui nous fait une analyse. En fait, c'est pas lié à une faille de sécurité sur les smart contracts comme on peut le voir le plus souvent. C'est lié à une fraude autour des clés qu'utilise Polynetwork. Polynetwork, ça utilise un multisig, un wallet multisig, un wallet multisignature, où pour réaliser les transactions, il faut qu'au moins 3 signataires parmi 4 valident les transactions. Et en fait, 3 parmi 4, bah là, il y en a eu 3 qui ont été compromis. On parle vraiment des 3 clés standards qui ont été utilisées par un attaquant pour voler les choses. Ou est-ce que c'est un rug pull? Le problème avec ce type de multisig, c'est qu'on peut jamais savoir est-ce que c'est l'équipe qui a vraiment fait quelque chose de malveillant ou c'est l'équipe qui s'est fait voler ses clés. Et donc on le saura jamais, mais c'est juste un piratage lié à ça. Il y a une utilisation frauduleuse des clés qui permettent de transférer l'argent sur Polynetwork. Rien de très compliqué, aucune faille de sécurité complexe. Après, comment ils ont obtenu ces clés, ça on pourra sans doute jamais le savoir. Peut-être c'est du phishing, peut-être il y a plein d'explications différentes. J'espère qu'on le saura, mais voilà, on peut pas tracer ça via la blockchain, ça se fait en dehors de la blockchain, donc toutes les analyses qui se font d'habitude sur les traces de l'attaque, etc., on peut pas les faire aujourd'hui. Donc soyez vigilants sur Polynetwork, et si vous avez des tokens vraiment liés à Polynetwork, disons des tokens bridgés d'une chaîne à une autre, je vais dire, par exemple, vous avez du Shiba sur l'Ether et vous l'avez bridgé sur Métis via Polynetwork, attention, si vous avez des tokens Shiba, sur notre réseau, que le réseau principal, ils sont potentiellement impactés par ce type de piratage. Je voulais vous parler maintenant d'un fonds crypto qui s'appelle Paradigm. C'est pas n'importe quel fonds crypto. Il a été fondé par Fred Hersham, le cofondateur de Coinbase. Donc c'est un fonds hyper connu dans l'écosystème crypto. Ils ont vraiment des experts de la crypto au sein de leur équipe. Mais depuis quelques temps, depuis quelques semaines, ils ont enlevé toute mention du terme crypto sur leur site web. Donc sur la page principale, on ne voyait plus du tout du terme crypto. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis aussi à faire des investissements en lien avec l'intelligence artificielle. Ils font partie un peu de ce groupe de personnes qui ont fait une transition de la crypto vers l'intelligence artificielle. Et depuis, on leur a reproché ça, et regardez ce qu'ils ont fait sur leur site web. Ils ont mis des bandeaux crypto, crypto, crypto partout, en disant voilà, maintenant on est focus sur la crypto et les autres technologies similaires. Donc bon, voilà, une petite blague, je trouve assez drôle d'avoir bien réagi et en mettant clairement crypto en avant sur leur site. Je vais vous parler dans un instant de Solana, on va parler aussi de Vitalik, mais avant je voulais faire juste un petit zoom sur le sujet NFT. Il y a ce tweet de Monsieur Rabbit qui montre en fait que les collections blue chip NFT ont vraiment connu une baisse drastique, c'est assez énorme. Le floor price, le prix plancher des principaux NFT, le prix auquel vous pouvez acheter un NFT de diverses collections. Azuki, on est à 6 Ethers, Mutant Ape Yacht Club 5 Ethers, Doodles 1 Ether. Moi, ce qui me choque le plus, c'est Moonbirds. Moonbirds, regardez. Moonbirds, actuellement, si vous voulez acheter un token Moonbirds, un NFT Moonbirds, ça vous coûte 1,39 Ether. Donc si on regarde au plus haut de Moonbirds, en termes de dollars, on va passer en dollars, c'est encore mieux. Un Moonbirds pouvait s'acheter à 86 000 dollars. Et là, c'est 2500 dollars. Une baisse de 97% sur le prix d'un NFT. C'est vraiment triste pour ceux qui avaient de l'argent sur ce protocole. Et la question, c'est est-ce que c'est peut-être le bon moment pour investir de nouveau sur le marché des NFT? Il y a d'autres projets qui ont moins baissé, mais qui ont aussi baissé. On peut prendre les Bored Ape Yacht Club, la collection NFT la plus connue, je dirais, avec les CryptoPunks. Eux, ils sont passés de 370 000 dollars à 58 000 dollars actuellement. Donc là aussi, c'est une baisse d'environ 85%. Je sais plus exactement. Mais ça montre aussi que même les plus gros projets NFT ont connu des baisses très importantes. Comparé à la baisse du marché crypto des principales crypto-monnaies, du Bitcoin, de l'Ether, on est vraiment beaucoup plus important comme baisse. Ether, Bitcoin ont de tête, je dirais 50% à peu près de baisse, un peu plus de 50%. 1900 dollars, 30 000 dollars, on était à 69 000, on était à plus de 4200. Bon, ça vous donne l'ordre de grandeur. Donc le marché des NFT a beaucoup plus baissé que le marché des crypto-monnaies. Personnellement, moi j'avais quitté le marché des NFT. J'ai arrêté de m'y intéresser d'un point de vue financier, d'un point de vue des investissements personnels. J'avais arrêté d'acheter suite en fait au mint de Otherside. Ça m'avait dégoûté ce qui s'était passé
2000, j'étais resté jusqu'à 3 heures du matin à essayer d'acheter, je sais plus exactement, mais essayer d'acheter un NFT pour au final avoir des frais de gaz complètement démesurés. Bref, ça m'a vraiment dégoûté des NFT pour mes investissements personnels. Je me suis dit, je vais me focus sur la finance décentralisée, sur les cryptos, et je suis plutôt content d'avoir fait ce choix. Mais quand je vois cette baisse aussi importante, je me dis, est-ce que c'est pas le moment de rentrer à nouveau? En tout cas, ça me fait poser des questions. Je suis pas encore rentré. J'y réfléchis et je me dis: «Non, mais il faut peut-être rester sur les cryptos sur lesquels je suis actuellement, c'est, quand même plus intéressant, il y a moins de risques». Mais voilà, il y a cette petite idée derrière ma tête qui me dit: «Bah, il faut peut-être aller, sur le marché NFT». Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça va remonter ou pas? Ou on va rester à ces niveaux-là? Ou est-ce que le prochain bull run, ça va complètement rattraper tout ça? Preneur de vos avis. Je voulais vous parler maintenant de Solana et qui pourrait devenir une solution de niveau 2 sur Ethereum. C'est en fait Anatoly, le fondateur de Solana, qui a fait un tweet où il commence en disant est-ce que ça serait possible que Solana devienne une solution de niveau 2 sur Ethereum? Donc que Solana se transforme en fait en une solution comme Arbitrum, comme Optimism, où c'est vraiment une blockchain qui profite aussi de la sécurité du réseau Ethereum tout en gardant la capacité de réaliser des transactions extrêmement rapidement, etc. Et lui, en fait, dans son premier tweet, il dit bah, il y a quand même très peu de chances que ça arrive. Peut-être, mais pour moi, il y a vraiment très peu de chances. Il y a des choses techniques qui font que ça risque d'être compliqué, parce qu'ils vont quand même hériter d'une certaine lenteur, je dirais, liée au réseau Ethereum. Mais il émet aussi l'hypothèse qu'il y a peut-être une solution pour que ça arrive, en fait. Si on laisse Solana exactement telle qu'elle, et en fait, juste, on stocke au final un certain nombre de transactions, enfin les transactions qui arrivent sur Solana, ben, on les stocke sur le réseau Ethereum comme le font les solutions de niveau 2. Il y a peut-être une zone entre les deux qui pourrait exister, qui pourrait faire qu'on garde le meilleur de Solana, tout en profitant, en certaine manière, de la sécurité du réseau Ethereum, et surtout pour les assets qui sont wrappés depuis le réseau Ethereum, les assets qui sont, en fait, par exemple, je vais prendre de l'Ether que vous mettez ensuite sur Solana, bah, ça permettrait d'être beaucoup plus sécurisé, d'avoir de meilleures garanties associées à ça. C'est quelque chose dont on parle depuis un certain temps, le fait que ça soit codé via des langages de programmation différents, ça importe peu. Moi, je pense que ça finira par arriver, même s'ils disent qu'il y a très peu de chances, et le fait qu'ils commencent à en parler, et dans les commentaires, il donne un certain nombre de raisons pour lesquelles ça pourrait être intéressant, et c'est pas pour des raisons de performance, c'est plus voilà, pour des raisons de garantie, de sécurité pour certains actifs. Je trouve ça très intéressant comme réflexion qu'il ait cette réflexion qu'il publie, qui soit ouvert au débat, et ça montre que bah, tout est possible sur la blockchain. On peut avoir des blockchains qui sont concurrentes, qui au final finissent par limite coopérer entre elles, et en fait ça changerait pas grand chose pour Solana si on fait ça. Solana resterait telle quelle, et au final on garderait un historique sur le réseau Ethereum de ces transactions, avec certains autres avantages, mais moi je trouve que ça serait plutôt une bonne chose si ça arrive. Et pour finir, on va parler de Vitalik qui vient de déclarer sur Bankless le podcast ne stakez pas du tout ses Ethers. Il stake pas ses Ethers, pourquoi? Ou plutôt une toute petite quantité de ses Ethers. Parce qu'en fait, c'est compliqué pour lui. Vitalik, il a des centaines de milliers, j'ai plus le chiffre exact, mais il a énormément d'Ethers. Il a moins d'1 milliard de dollars d'Ethers, mais voilà, il est très riche en Ethers. Et il dit pourquoi je ne fais pas de staking, parce que quand on fait du staking s'il faisait du staking lui-même, s'il faisait du solo staking, eh ben, il y a besoin en fait que les clés qui permettent de manipuler les Ethers soient stockées sur un système en ligne. Et pour des questions de sécurité, lui il n'imagine pas que ça soit autre chose qu'un wallet multisig. Le problème c'est que faire du staking avec des wallets multisig, les wallets multisignatures, ça reste quelque chose qui est compliqué, et que pour l'instant ça se fait pas simplement, et du coup il évite de faire cela. Il y a aussi un autre chercheur qui a parlé de ça en disant pourquoi il stakait pas. Il disait que lui, il y avait certains risques liés au staking. Et c'est vrai, quand vous stakez, peu importe que vous stakez sur STET, sur Rocket Pool, sur Lido, sur Rocket Pool ou autre, vous avez un risque de slashing. Vous pouvez perdre une partie de vos Ethers si les validateurs font n'importe quoi. Ils pouvaient être punis, on va dire, pour faire n'importe quoi. Et du coup, il y a quand même un risque. Il n'y a jamais de solution qui apporte vraiment du rendement sans aucun risque dans la crypto, et j'ai envie de dire même ailleurs que la crypto-monnaie. Donc sachez que si vous stakez, eh ben, il y a quand même un risque, soyez vigilants, et à vous d'accepter ou non ce risque. Personnellement, c'est un risque que j'ai accepté, mais je comprends aussi les gens qui n'acceptent pas ce niveau de risque, qui ne veulent qui veulent pas avoir de problème de slashing pour X ou Y raison, un événement vraiment, un Black Swan qui arrive un jour et qui fait que l'IDO est slashé à 50%, bah vous allez perdre 50% des tokens STET que vous avez. C'est clairement des choses qui peuvent arriver, et il faut que vous acceptiez ce risque.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.